Alors, je vais vous parler d'entrepôt de données, de systèmes de santé apprenants, dans le contexte des maladies rares. Je sais que ce n'est pas votre contexte, mais je pense que c'est transposable après à n'importe quel autre domaine. Donc, je travaille à l'Institut Imagine et juste pour vous expliquer, moi je suis arrivé en 2012 à l'Institut Imagine. Avant, j'étais au CHU de Rennes, en informatique médicale, et j'avais vraiment cette culture hospitalière qui m'a vraiment servi parce qu'elle m'a permis de parler avec les médecins, de parler avec la DSI de Necker, d'égal à égal, parce que je comprenais parfaitement leur environnement. Donc quand je suis arrivé à Imagine, le bâtiment n'existait pas, et j'ai été hébergé par le service informatique de Necker, ce qui était une chance, parce qu'en fait j'étais dans la place, j'étais là où les choses se passaient en termes de données, et donc j'ai été 2 ans accueilli par le service informatique de Necker, ce qui m'a permis comme ça de créer tous ces contacts avec le service informatique. Ça paraît un détail, mais en fait c'est essentiel pour tout le reste, parce que c'est ça qui permet de débloquer un peu toutes les relations et tous les projets qu'on va pouvoir avoir. Juste mes déclarations d'intérêt, donc je suis cofondateur de Codoc, une spin-off d'Imagine, et qui s'appuie sur les technologies qu'on a développées à l'Institut Imagine. Alors le contexte qui est un peu le même que le vôtre ici, c'est-à-dire que l'Institut Imagine, il est sur le campus de l'hôpital Necker, et dans l'Institut Imagine, il y a un étage dédié aux consultations génétiques pour l'hôpital. Premier étage, c'est l'hôpital aussi. Les étages du dessus, c'est les équipes de recherche. Donc on est un peu sur ce même modèle que vous avez. Donc je passe assez rapidement. Alors, je rentre dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle le système de santé apprenant, qui est un concept qui a été décrit en 2007 par des Américains, avec cette idée que c'est un peu la tarte à la crème des données, c'est qu'on produit des données dans le cadre du soin, c'est super, on va pouvoir les réutiliser pour la recherche, pour générer de nouvelles connaissances, et comment on applique ces nouvelles connaissances aux soins. Alors, c'est une tarte à la crème, mais rien que ça, déjà, c'est pas si évident, en fait, de pouvoir faire sauter ces verrous de réutilisation des données et de réimporter ces connaissances dans le soin. Quand vous faites une découverte, à quel moment votre découverte va être réutilisée par des médecins pour prendre en charge des patients? Et à mon sens, il manque un autre lien qui est souvent oublié, c'est la réutilisation des données de santé directement pour améliorer le soin. C'est à quel moment les données de l'hôpital, les données d'un service peuvent être réutilisées pour améliorer la prise en charge des patients, sans passer par tout un circuit compliqué lié à la recherche. Alors, généralement, dans les hôpitaux, ce que font les médecins, c'est qu'ils ont leur propre fichier Excel dans leur bureau, avec leur liste de patients qu'ils alimentent un peu tant bien que mal, avec des informations de diagnostic, de gènes, des choses comme ça, qui permettent de retrouver des patients quand ils ont une question qui se pose. Et ceux qui sont les mieux dotés, ils ont des registres structurés, financés par des labos pharma ou par des projets de recherche, et qui sont alimentés, moyennant beaucoup d'argent, parce qu'il faut financer des techniciens, etc., avec un niveau de qualité qui va dépendre de l'argent qu'on va mettre dedans. Alors c'est un système qui est à mon avis vraiment obsolète, et qu'on va résoudre, alors maintenant ça commence à être bien connu, par les entrepôts de données de santé. Donc l'entrepôt de données de santé, vous voyez tous ce que c'est maintenant, je pense, c'est on prend toutes les données de l'hôpital et on les met dans un seul endroit. Et on va pouvoir utiliser ces données pour accélérer la recherche, pour accélérer l'accès à la mémoire collective de l'hôpital pour améliorer le soin, et pour permettre aussi de réinjecter des connaissances dans l'hôpital via cet entrepôt. Donc de pouvoir enrichir l'entrepôt avec les données de la recherche pour aider les médecins à améliorer la prise en charge. Et c'est un peu là-dessus que va se baser ma présentation. Alors, l'entrepôt de données, réutiliser les données, c'est bien. Donc l'entrepôt de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on décloisonne tout et on met toutes les données ensemble. Et il y a un gros débat, en tout cas il y a 12 ans, quand j'ai commencé à mettre ça en place à Necker, sur les données qu'on appelle non structurées, les données textuelles. Souvent on dit oui, c'est des données sales, pas exploitables. On a fait une étude en 2020 où on a regardé, parmi les patients qui avaient le Covid, dans quel type de données étaient les comorbidités associées au Covid. Savoir qui pouvait être associé à une forme grave du Covid. Donc obésité, hypertension, diabète, etc. Et on a regardé ce qui était dans les données structurées, de type PMSI, ce qui est codé par les médecins, et les données textuelles. Et on voit que dans 80% des cas, ce qui est en bleu, c'est uniquement dans le texte libre. Donc voilà, on était déjà convaincus avant, mais ça permettait au moins de le publier et puis de l'annoncer officiellement. Et c'est d'autant plus vrai quand on est dans un contexte de maladie rare, dans lequel finalement il n'y a pas de cadre nosologique où le patient vient, on ne sait pas ce qu'il a, on ne connaît pas son diagnostic, et il faut le décrire malgré tout. Et donc là, si on demande au médecin de cocher des cases, ça va être un enfer.
généralement, il met tout dans le champ commentaire à la fin, et là, il décrit le patient. Et c'est là qu'il va pouvoir mettre toute la sensibilité. Enfin, le patient a peut-être quelque chose, il y a des suspicions, il y a des négations, il y a des informations sur les parents, sur les cousins. Enfin, toutes ces informations vont être hyper importantes après pour poser le diagnostic. Et ça va être que dans le texte libre qu'on va l'avoir. Et je pense qu'on n'arrête pas de parler d'interopérabilité, de FAIR data, des FAIR, FAIR, au niveau des projets européens. Et finalement, le langage naturel, il n'y a rien de plus interopérable. Parce que c'est comme ça qu'on se comprend. Et finalement, pourquoi ne pas garder ce langage-là maintenant qu'on a des outils qui permettent de les analyser? Moi, je considère en gros 3 types d'entrepôts de données. Le premier, c'est les registres. Classiques, structurés, on remplit des cases, etc. Généralement, il faut que ce soit lié à un projet de recherche avec une finalité précise, sinon ça ne marche pas très bien. La qualité peut être discutable, mais ça coûte très cher en temps humain. Deuxième cas d'usage, c'est les entrepôts de données structurés. Donc ça, c'est tous les entrepôts qui ont été faits jusque dans les années 2015, 2016, 2017 avec I2B2, où soit les données étaient structurées à la source, soit on restructurait de force les données. C'est-à-dire qu'on peut donner un compte-rendu, on essayait de trouver où il y avait marqué que le patient était fumeur, et si on trouvait l'information, on la structurait dans l'entrepôt. Le problème de faire ça, c'est qu'on perdait complètement le lien, le contexte d'origine. C'est-à-dire si on s'était trompé, si finalement le patient était fumeur passif, ou s'il a été fumeur avant mais il a arrêté, enfin, on perd toute la nuance. Et donc nous, ce qu'on préconisait dès 2012, et maintenant je pense qu'on y vient tous à peu près vers là, c'est la notion d'entrepôt de données primaire, où l'idée c'est qu'on transforme le moins possible les données. C'est-à-dire si la donnée est structurée, on la conserve de manière structurée, on la stocke de manière structurée. Si elle n'est pas structurée, on la stocke comme ça. Et on va appliquer des méthodes de restructuration, des méthodes d'analyse sur ces données non structurées. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Dr Warehouse, qui était largement inspiré. Moi, quand j'ai pensé à faire ça, c'était dans les années 2000, il y avait Google qui explosait, qui était vraiment le premier moteur de recherche ultra puissant, qui apparaissait un peu sur Internet. Et je m'étais dit, il faut absolument qu'on mette ça en place dans l'hôpital. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins, pour retrouver des patients, le seul moyen qu'ils ont, c'est à partir du nom, prénom, date de naissance, ou du numéro du patient. Ils ne peuvent pas retrouver des patients en pensant à des signes cliniques, à des médicaments ou à n'importe quoi. Ou alors, ils doivent passer par le département d'information médicale. Enfin, c'est tout un processus. Et donc, l'idée, c'est de proposer un outil qui permet aux médecins d'aller déjà retrouver ses propres patients. Donc ça veut dire une interface adaptée, un truc pas trop de clics, s'il y a plus de 3 clics c'est fini, on l'a perdu, donc un truc très adapté. Et puis que les data scientists pourraient utiliser évidemment. Avec 3 principaux cas d'usage, le premier c'est le moteur de recherche, le Google-like. Le deuxième c'est pouvoir fouiller et extraire les données de manière efficace. Et le troisième c'est pourquoi pas essayer d'améliorer la prise en charge des patients grâce à cet entrepôt. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a pu développer grâce à ça. Donc concrètement, à Necker, aujourd'hui, on est à 960 000 dossiers patients, inclus dans l'entrepôt, et on a 11 millions de comptes rendus. Et 100 millions de données structurées. Données structurées, c'est essentiellement la biologie, donc les résultats biologiques qui sont structurés. Il n'y a pas de données génomiques aujourd'hui dans cet entrepôt de données. C'est vraiment les données cliniques. On a intégré 35 sources de données différentes, qui viennent du dossier patient informatisé, à des vieilles bases de données qui étaient maintenues tant bien que mal par les médecins, des bases historiques qui étaient dans le service, donc de 2003 à 2015, tel service a fait telle base de données qu'on a pu réintégrer. Et on a même fait l'effort d'intégrer des données anténatales, donc ça c'était intéressant, on a le dossier patient d'échographie anténatale qui était utilisé par le service de la maternité, et donc souvent les échographies sont rattachées à la mère pour chaque fœtus. Et donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a découpé les comptes rendus rattachés à la mère, on les a rattachés à l'enfant quand ils étaient nés à Necker. Et donc on se retrouve avec des données avec la ligne de vie du patient, avec des données anténatales et les données postnatales. Et donc on a toute l'histoire naturelle des patients, de l'anténatal au postnatal. Ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'au niveau fédération d'identité, on a un peu transpiré, mais on s'est notamment basé sur le numéro de téléphone qui était un bon indicateur pour faire le mapping. Et donc on a publié ce travail dans le Journal of Medical Informatics en 2018. Donc on a fait l'entrepôt de données et maintenant je vais vous montrer les cas d'usage et le logiciel qu'on a développé autour de ça. Donc le premier c'est le moteur de recherche, juste pour vous montrer à quel point le moteur de recherche est essentiel, à mon avis, dans un établissement hospitalier.
et même dans un établissement de recherche. Notre objectif, c'est de refaire un truc similaire à l'Institut Imagine. Ça va permettre déjà de repérer des patients d'intérêt. Repérer des patients d'intérêt, c'est quoi? C'est je suis en réunion de concertation pluridisciplinaire, j'ai un patient un peu bizarre, je ne sais pas trop ce qu'il a, je vais regarder s'il y a des patients qui sont venus il y a 5, 10, 15 ans, qui ressemblaient à ça, et qui va me permettre d'améliorer la prise en charge des nouveaux patients. Ça peut être tester des hypothèses. J'ai une intuition, j'ai l'impression que les patients, quand ils prennent tel traitement, ils ont ça, ou j'ai l'impression que l'association de telle mutation provoque tel phénotype. Je veux pouvoir tester. Et une fois que je teste, je peux voir s'il y a des patients d'intérêt, et du coup, ça peut proposer une nouvelle question scientifique, une nouvelle hypothèse, qui va permettre de déposer un projet, et de créer une cohorte spécifique. Et avec cette cohorte, je vais voir si je peux inclure mes patients grâce au moteur de recherche et alimenter une base de données structurée. De là, je fais toutes mes analyses statistiques, de clustering, stratification, signature moléculaire, signature phénotypique, enfin tout ce que vous voulez. Je vais trouver des résultats, je vais les publier, mais surtout, ça va me permettre peut-être de retrouver des patients d'intérêt à partir d'une signature phénotypique, d'une signature moléculaire. Des patients qui n'auraient pas été diagnostiqués, comment les retrouver pour essayer de voir si je peux mieux les prendre en charge, trouver le bon traitement, le bon diagnostic. Et donc on se retrouve avec ce schéma, on retrouve le système de santé apprenant, en fait le cercle qui part du soin, qui va permettre de trouver des nouveaux résultats et de reprendre en charge les patients. Le premier bloc, pour moi, c'est vraiment dans l'usage quotidien, dans le cadre du périmètre de soins. Et là, je pense qu'il faut une totale liberté pour les médecins sur les données. Et je pense même qu'il faut qu'ils puissent accéder aux données nominatives directement. C'est-à-dire quand le médecin fait une recherche dans le moteur de recherche, s'il voit une liste de patients qui sont des codes, il va devoir ouvrir chaque dossier pour regarder qu'est-ce qu'ils ont. Alors que s'il voit une liste de noms de patients, il les connaît parce qu'il les a pris en charge et tout de suite, il va avoir des nouvelles hypothèses. Il va se dire, j'ai l'impression que tous ces patients-là, ils ont eu tel traitement, ils ont eu telle chose. En revanche, quand on est dans le cadre de la recherche, là, on est sur des données pseudonymisées, on rentre classiquement dans le processus classique de la recherche. Et donc à partir de là, on a fait un moteur de recherche. Donc là, je vous montre la version qui a été développée par Codoc. La version que j'ai développée moi est un peu moins sexy, même si j'y tiens. Donc il va y avoir un mélange des deux captures dans la présentation, la nouvelle et l'ancienne version en fonction de ce que je présente. Donc on a fait un moteur de recherche multimodal. Donc c'est un gros mot pour dire qu'on peut rechercher à la fois dans le texte, mais évidemment dans les données structurées si nécessaire. Donc on peut dire, donne-moi les patients qui ont eu tel traitement dans le compte-rendu, qui ont du diabète, mais qui ont une créatinémie supérieure à 15 et qui sont venus 3 fois aux urgences l'année dernière, ou qui sont restés 45 jours en réa cette année, avec des critères temporels en plus. Donc on peut faire des requêtes très complexes et très simples. Je vous avoue que les médecins, généralement, ils font des requêtes très simples avec le moteur de recherche. Ça va être plus les attachés de recherche clinique qui vont avoir un usage beaucoup plus fin du système pour pouvoir recruter les patients dans les essais, avec tout un système d'alerte en plus qui permet de dire attention, il y a 3 nouveaux patients éligibles pour telle étude, parce que les requêtes peuvent être sauvegardées. C'est pas si simple en vrai de faire un moteur de recherche parce le moteur peut produire plein de bruit, surtout quand on est sur les données textuelles. Donc en fait, à Necker, quand on fait une recherche en disant donne-moi tous les patients qui ont une maladie de Crohn, on va avoir 70% de faux positifs parce qu'il y a plein de fois il y a marqué le patient n'a pas la maladie de Crohn et toutes les autres fois il y a marqué le cousin a la maladie de Crohn ou la sœur a la maladie de Crohn ou le père a la maladie de Crohn. Donc on a dû développer des méthodes d'intelligence artificielle pour détecter les négations, détecter les antécédents familiaux et que ce soit pris en compte dans le moteur de recherche. On a eu plusieurs approches. Première approche développée en 2014 à base de règles qui marche plutôt bien. Qui ne permet pas de prendre en compte un certain nombre de choses comme le patient a la maladie de Crohn, point, et il a de l'hypertension. On n'est pas capable de le relier avec les méthodes à base de règles. Mais c'était suffisant quand même pour avoir une adhésion des médecins. Et pour moi, c'est ça qui était important. C'est-à-dire que 70% de faux positifs, c'était impossible de donner ça aux médecins. Au bout de 2 clics, il allait arrêter. En revanche, l'application des règles était suffisante pour que le médecin dise « Ok, c'est pas que des vrais positifs, mais c'est pas grave, j'arrive à y trouver mon compte. » On verra après qu'on a développé des méthodes plus poussées, mais dans un autre contexte. Et on arrive, du coup, à un usage. Aujourd'hui, il y a eu, depuis 2017, plus de 697 comptes qui ont été créés dans l'entrepôt de données. Tout le monde ne l'a pas utilisé, puis c'est sur 7 ans d'utilisation.
Il y a eu quasiment 50 000 requêtes qui ont été faites dans l'entrepôt et plus de 2500 cohortes qui ont été créées. Et il y a 98 publications qui citent en remerciement Dr Warehouse. On sait que tout le monde ne joue pas forcément le jeu, donc on pense qu'il y en a un peu plus qui ont été utilisés. Donc on voit qu'il y a un vrai usage, un vrai intérêt. Et là, mon objectif en 2025, c'est continuer à susciter de l'usage sur Necker. Et j'organise la semaine prochaine un séminaire à Imagine avec les médecins de Necker pour leur montrer un peu tout ce qu'on a développé autour de l'entrepôt, pour régénérer un peu des nouveaux liens entre médecins, chercheurs et data scientists. Donc il y a cette idée parce que des fois ils ne pensent pas à ce qu'on peut faire, et c'est nous qui leur rappelons en disant attention, tu peux utiliser tel outil pour aller beaucoup plus vite dans ta pratique. Donc là, avec le moteur de recherche, on voit qu'on accélère le fait de pouvoir retrouver des patients d'intérêt pour des projets de recherche, pour prendre en charge de nouveaux patients. Une fois qu'on a retrouvé nos patients, qu'on a créé notre cohorte, la question qui se pose après, c'est comment restructurer les données pour répondre à ma question scientifique. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est très important, c'est de pouvoir restructurer la donnée pour répondre à la question de manière scientifique. Et ce que font les médecins, les techniciens dans les projets de recherche, c'est qu'on finance des techniciens, on finance des médecins pour ressaisir les données. Et souvent, c'est ce qui est le plus bloquant pour les projets de recherche. C'est le temps nécessaire demandé aux médecins pour restructurer cette donnée. Et c'est d'autant plus bloquant que c'est souvent on demande de restructurer sans avoir de questions scientifiques précises. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on a un projet de recherche, on pense qu'il serait intéressant d'avoir ces 50 variables, mais on n'est même pas sûr qu'elles existent déjà dans le dossier, et on n'est même pas sûr qu'elles soient toutes intéressantes. Et nous, ce qu'on pense, c'est que avec l'entrepôt de données, on peut générer des hypothèses, on peut déjà commencer à explorer les données disponibles et construire une structuration des données qui est beaucoup plus proche de la réalité et pour lequel on a déjà une idée des données existantes. Et surtout, ensuite, c'est de proposer des outils de restructuration de la donnée de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est ce qu'on a appelé le Smart Data Extractor. C'est un outil qui est intégré dans l'entrepôt de données, qui permet de paramétrer ce qu'on appelle l'ICRF. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, c'est un système de gestion de formulaires, en fait, dans lequel on va créer les formulaires de saisie pour enregistrer les données des patients, pour restructurer la donnée. Donc on peut le paramétrer dans l'entrepôt et avoir un bouton au niveau du dossier du patient qui dit, voilà, fais-moi l'extraction des données. Alors comme on sait qu'on n'est pas, c'est pas magique tout ça, et qu'on va avoir des erreurs, on a proposé un système semi-automatique. C'est-à-dire que plutôt que de dire je coche toutes les cases et puis après, bon, on verra si c'est bon ou pas, on dit voilà, je te coche la case diabète parce que dans tel compte rendu, j'ai trouvé telle phrase. Le patient a du diabète ou peu importe. Etc. Et pour toutes les variables, à chaque fois, il va trouver à quel endroit il trouve l'information, pré-remplir la case, et l'utilisateur peut vérifier à quel endroit ça se passe. Et en fait, rien que ça paraît tout bête. La première version qu'on a mis en place a été faite à base de règles, donc vraiment très simple. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de deep learning, il n'y a pas de modèle de langue large là-dedans. Et rien que ça, on s'est rendu compte, en faisant l'évaluation avec une cardiologue de Necker, qui est à la PHM d'ailleurs depuis novembre dernier, on a fait une évaluation sur une cohorte uniquement de 80 patients. Il y avait 20 variables, c'était pour un calcul de score. On l'a évalué avec un tech qui n'était pas cardiologue, qui n'y connaissait rien, avec elle qui devait remplir la base de données. On voyait qu'on divisait par 2 le temps de saisie quand on utilisait le Smart Data Extractor que quand on ne l'utilisait pas, mais surtout, on divisait par 4 le nombre d'erreurs. Et ça m'a beaucoup plus surpris, dans le sens où quand on fait traditionnellement, quand on remplit une base de données structurée à partir du dossier du patient, on fait 4 fois plus d'erreurs que quand on a une aide à la saisie. Donc je me dis, mais la plupart des bases de données qui existent n'utilisent pas ce type d'outil, donc je ne sais pas quel est le niveau de qualité. Mais en fait, il y a une fatigue qui s'instaure. Des fois, il faut remonter très très loin dans le dossier pour avoir l'information de telle comorbidité ou de telle information. Et humainement, c'est compliqué de pouvoir s'y tenir. Et donc en fait, avec des outils simples, on peut pallier à ce système. Voilà pour la partie moteur de recherche et restructuration des données, vraiment pour aller jusqu'à une base de données structurée propre, qui va permettre de poser des questions scientifiques. L'autre cas d'usage, c'était comment on pourrait générer des hypothèses. J'ai un gène, là je travaille sur une mutation génétique, et
je me dis, bon, il y a ces phénotypes, on sait qu'ils sont associés à cette mutation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres phénotypes auxquels on n'aurait pas pensé? Est-ce que, voilà, il y aurait des nouvelles associations qu'on pourrait extraire à partir des données de manière automatique, sachant qu'on peut avoir des erreurs dedans? Donc, on a vraiment le classique tableau, enfin, les dashboards issus des données structurées, donc ça c'est facile. Voilà, pyramide des âges, etc. Géolocalisation, parce que finalement on peut géolocaliser des patients de manière très précise à partir du numéro de rue, avec les API qui existent aujourd'hui ou même intégrés dans l'hôpital. Donc en termes épidémiaux, ça peut être intéressant, mais même en termes de génétique, on a deux patients par exemple qui ont la même mutation, mais on se rend compte qu'en fait ils sont à 2 rues l'un de l'autre dans un village je ne sais où. Ça a sans doute un sens, même s'ils ne sont pas de la même famille a priori. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. On a travaillé aussi sur le parcours de soins des patients dans l'hôpital. Donc dire, je fais une recherche sur les patients qui ont syndrome de Rett, où ils sont passés, quels services ils ont fait. Donc ça va intéresser plus pour l'aspect logistique de l'hôpital. Donc on a fait un papier que j'ai pas cité ici avec les généticiens sur les maladies osseuses constitutionnelles et de voir comment ils étaient pris en charge avant et après les urgences. Parce que c'est des patients qui ont des os très fragiles et donc qui viennent souvent aux urgences. Et normalement, ils devraient aller directement au centre de référence maladies rares. Et donc on a pu détecter des améliorations possibles en fait dans la prise en charge de ces patients en analysant ces parcours de soins. Et ça peut être utilisé aussi par les médecins pour négocier parfois leur position dans l'hôpital en disant écoutez, il y a une partie de mes patients qui vont en réa, donc ça veut dire que j'ai des patients sans doute avec des prises en charge complexes, donc ça justifie aussi ça. Voilà, ça peut être utilisé de différentes manières. Là, on est allé un peu plus loin sur la partie génération d'hypothèses, c'est sur la partie phénotypage automatique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des méthodes. Là, pour le coup, on a eu plusieurs approches à base de règles qui marchaient pas mal, mais on est allé un peu plus loin en utilisant des méthodes de deep learning pour essayer d'extraire automatiquement dans les comptes rendus les phénotypes des patients et les diagnostics. On a fait les deux mélangés parce que des fois, séparer les deux sont compliqués. Un phénotype peut être, un diagnostic il y a 20 ans peut être un phénotype aujourd'hui, etc. Donc on décide de tout mélanger. Alors on l'a fait sur les comptes rendus, mais on travaille aussi sur les photographies des patients, de face, profil et les oreilles, parce qu'on se rend compte pour certaines maladies, l'oreille peut être pathognomonique sur certaines maladies rares. Et on travaille aussi sur les séries temporelles. Là, je vais juste vous présenter la partie sur le texte. Et donc, on a développé des méthodes première version, c'était à base de règles, qui marchaient plutôt pas mal. Donc, appliquées à l'ensemble des comptes rendus. Donc, les 11 millions de comptes rendus étaient balayés et on extrayait automatiquement tous les phénotypes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un nouveau pipeline avec du deep learning où on a utilisé les méthodes à base de règles pour préannoter des comptes rendus. Parce que quand on fait du deep learning, on doit avoir un corpus d'apprentissage. Donc ça, c'est la partie la plus pénible. Et donc, on a dû annoter manuellement des milliers de comptes rendus pour que la machine puisse apprendre. Et donc, dans l'annotation, c'était est-ce que c'est un phénotype ou pas ce que j'ai extrait? Et si oui, est-ce que c'est dans une affirmation, une négation ou une hypothèse? Et est-ce que c'est le patient ou un antécédent familial? Etc. Donc, on a pu développer notre modèle. Donc, l'annotation, c'est ce genre de choses qui peut être plus ou moins complexe. Ça peut être vraiment la partie la plus pénible à faire. Et une fois que c'est fait, on l'applique à l'ensemble de l'entrepôt et on a pu extraire l'ensemble des phénotypes alignés sur un thésaurus, sur un dictionnaire, pour que les données soient normalisées. Et à partir de là, ce qu'on est capable de faire, c'est donne-moi tous les patients qui ont une mutation sur le gène DOC8, par exemple. Il va ressortir tous les patients. Pour chaque patient, on va récupérer tous les phénotypes qu'on va agréger et on va dire, voilà, il y a tant de patients qui ont tel phénotype, tant de patients qui ont tel phénotype, etc. On a évalué ce travail avec 6 cohortes maladies rares et on montrait qu'on avait un très bon recouvrement avec les bases de connaissances qui existaient. Et quand il n'y avait pas de recouvrement, soit la base de connaissances n'était pas à jour, c'était une maladie qu'elle ne connaissait pas, et nous on la connaissait parce qu'on avait les patients, soit nous on l'avait, c'était une erreur dans la base de données. Notamment sur le syndrome de Rett, on faisait sortir de l'ostéoporose et les bases de connaissances ne l'avaient pas. Et c'était bien validé par les médecins. Soit notre thésaurus n'était pas à jour. Et ça, c'est un problème qu'on a en France, c'est que les thésaurus francophones sont assez pauvres par rapport aux thésaurus américains. Et donc, on a dû développer des stratégies pour enrichir les thésaurus francophones. Donc, il y a pas mal d'équipes comme ça qui collaborent avec, par exemple, Peter Robinson, qui est le créateur du thésaurus qui s'appelle HPO, le Human Phenotype Ontology,
qui est le thésaurus utilisé dans le cadre des maladies génétiques, maladies rares. Et voilà, il est souvent sollicité pour qu'on puisse enrichir son thésaurus. Et nous, on participe en disant, attention, nous on a extrait tous ces phénotypes, ils sont alignés nulle part, et on pense qu'ils sont intéressants. On a fait un papier notamment sur le syndrome de Jeune, où on a montré l'impact de pouvoir enrichir ces thésaurus avec des nouveaux termes français. Et donc ça se présente comme ça dans l'entrepôt de données, c'est-à-dire que les médecins, ils vont pouvoir faire une cohorte et avoir un bouton qui dit, voilà, affiche-moi tous les phénotypes de ces patients. Et il va pouvoir très rapidement détecter éventuellement de nouvelles hypothèses, de nouvelles associations phénotypiques qui n'étaient pas forcément connues avant. On est même allé un peu plus loin dans une nouvelle version, on a l'âge de première évocation de ces signes. Alors dans votre contexte, c'est sans doute moins utile, mais dans le contexte des maladies génétiques, c'est très important parce qu'on va pouvoir essayer de repérer les signes les plus précoces de ces maladies rares. Et de pouvoir dire entre 0 et 2 ans, quels sont les signes qui nous permettraient de diagnostiquer la maladie le plus vite possible. Et on l'a appliqué sur la maladie de Dravet notamment, parce que c'est des patients qui ont des épilepsies. Et le problème des épilepsies, c'est que plus on en fait, plus ça abîme le cerveau. Et donc, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc l'idée, c'est de les détecter le plus tôt possible pour pouvoir les traiter, pour éviter d'avoir des séquelles au niveau du cerveau. Et donc on a pu faire un travail sur l'extraction de ces signes entre 0 et 2 ans dans les comptes rendus, qui permettrait de diagnostiquer de manière plus précoce la maladie de Dravet. Alors ça peut être utilisé dans un autre sens, dire, voilà, j'ai des patients qui ont de l'obésité, qui ont un nystagmus et qui ont une cardiomyopathie. L'intersection me sort 12 patients, et quand je regarde, en fait, le phénotypage automatique, je vois sur ces 12 patients, il y en a 4 qui ont le syndrome d'Alström. Donc, en fait, on peut utiliser la mémoire collective pour essayer de trouver aider à diagnostiquer. Alors, je vous avoue que j'ai fait la même requête dans Google, et en fait, ça marche aussi très bien. Donc, c'est pas... Donc, c'était un peu déceptif, mais c'est pas grave. Déjà, ça permettait... Ouais. L'autre usage qu'on peut faire de ces phénotypes extraits, c'est du clustering. Donc, on a développé de la similarité entre patients basée sur les phénotypes extraits des comptes rendus. Et on a développé une application qui se branche sur l'entrepôt de données, et les médecins voient leur cohorte et disent, voilà, je sélectionne une ou plusieurs cohortes, et il me fait une visualisation, ce qu'on appelle en UMAP, de ces patients, basée uniquement sur les phénotypes extraits des comptes rendus. Et on a publié ce travail l'année dernière, donc là c'est 3 cohortes, avec 3 maladies différentes. Les maladies ne sont pas utilisées pour faire le clustering, c'est basé uniquement vraiment sur les phénotypes des patients. Et on voit qu'on retrouve quand même, donc il y a deux maladies qui se ressemblent pas mal, qui sont regroupées, puis une troisième qui est vraiment séparée des autres. Donc on pourrait imaginer ça pour des patients qui répondent au traitement et d'autres qui ne répondent pas au traitement. Est-ce qu'ils ont un schéma clinique différent ou similaire, etc. On peut imaginer plusieurs usages là-dessus. Un des usages qu'on a fait nous, par exemple, c'est dans le cadre d'un projet RHU3 sur les ciliopathies, qui est une maladie qui touche les petits cils qui sont sur les cellules, qui sont présents au niveau des yeux, au niveau du rein, au niveau du cœur, au niveau des os, etc. Donc il y a 95 gènes à peu près qui codent pour des parties de ce cil sur les cellules. Et quand un des gènes est muté, il y a une maladie, mais qui peut être très différente suivant le gène. Même si c'est le même module, c'est le même cil qui est abîmé. Et on a pu montrer une corrélation entre la partie du cil qui est abîmée, si c'est cet endroit, cet endroit ou cet endroit, et l'histoire clinique des patients, avec cette similarité phénotypique entre les patients. Donc vous voyez quand il y a une corrélation entre les clusters de patients qui se regroupaient au niveau des phénotypes et les gènes mutés sur les modules ciliaires de ces patients. Pour finir mon exposé, je voudrais vous parler de comment on peut utiliser maintenant tout ce qu'on a fait pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients, et en particulier le diagnostic. Parce qu'il y a un vrai sujet dans le contexte des maladies rares, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Donc les patients peuvent parfois attendre 10, 15 ans avant qu'on pose le bon diagnostic, soit parce que le gène n'était pas connu au moment où le patient a commencé à avoir les symptômes, soit il a une forme atypique, ou soit il n'est pas passé par les bons chemins, il n'a pas eu de chance dans son parcours de soins. Alors pour répondre à ces problèmes
Donc on change de focus. Au lieu de partir de plein de patients, essayer de trouver des informations pertinentes, on part d'un patient, on essaie de trouver, de proposer des outils de fouille. Donc déjà, la première étape, ça a été de développer des visualisations du dossier d'un patient. Déjà avoir un moteur de recherche sur le dossier d'un patient pour retrouver des informations rapidement, avoir une vue sur le parcours du patient dans l'hôpital. Donc ça, c'est pareil, les médecins sont assez surpris des fois quand on visualise le parcours d'un patient, parce qu'ils ont une vue très linéaire de ce patient qui va une liste de compte rendu. Et quand on voit que le patient est passé par 25 services ou par uniquement 2 services, c'est pas la même histoire, c'est pas la même chose. Et donc ça raconte autre chose. Et on a développé différentes vues. Donc ça, c'est sur la partie errance diagnostique, je viens d'en parler. Sur les maladies rares, juste pour que vous ayez une idée, donc il y a 7000 maladies rares. Donc une maladie rare, c'est moins d'un patient sur 2000 qui a cette maladie, mais comme il y a 7000 maladies rares, à la fin, les maladies rares sont fréquentes, c'est une personne sur 20 qui a atteint une maladie rare en France. Le temps moyen, alors il y a plein de chiffres qui tournent, c'est 5 ans, mais on peut vraiment monter jusqu'à 10, 15, 20 ans pour certaines maladies rares. Donc il y a un vrai enjeu. La plupart des outils qui sont développés aujourd'hui sont des outils qui sont faits pour le généraliste qui va se poser la question sur un patient en disant il est un peu bizarre ce patient, et on va avoir ce qu'on appelle les symptômes checkers, où je mets une liste de signes cliniques et je regarde s'il y a un diagnostic qui tombe. Donc c'est très bien, ces outils-là sont très bien, mais en revanche ça veut dire que le généraliste ou le spécialiste s'est posé la question. Il y a un doute, donc il est déjà dans la culture du doute d'une maladie rare. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les patients pour lesquels on ne s'est jamais posé la question. Ils sont venus à l'hôpital, ils ont été pris en charge pour différentes maladies, mais à aucun moment il y a eu la suspicion d'une maladie rare, et comment on peut repêcher ces patients-là. Alors, notamment, avec cette idée, à l'Institut, on va trouver une nouvelle maladie génétique, une nouvelle mutation sur un patient, le gène qui n'a jamais été décrit auparavant. Et ce que vont faire les chercheurs, c'est qu'ils vont venir me voir, ils vont venir voir des médecins à Necker en disant voilà, j'ai une nouvelle mutation sur tel patient, est-ce que tu pourras regarder si dans l'hôpital il y a des patients qui sont venus il y a 5, 10, 15 ans et qui auraient ces mêmes symptômes. Donc soit on utilise le moteur de recherche, mais des fois la liste des symptômes est tellement riche et on ne sait pas lesquels sont vraiment responsables que ça renvoie rien. L'autre approche, c'est de se dire on va faire la similarité. Donc ce qu'on a vu dans le clustering, on peut le réutiliser dans ce contexte-là. J'ai un patient diagnostiqué, fais-moi une similarité avec tous les patients de l'entrepôt, les 900 000. Et sors-moi le top 30, le top 50. Et parmi eux, il y a peut-être des patients qui ont la même maladie. Et donc pour ça, on s'est basé sur les phénotypes extraits. De la même manière, tous les patients de l'entrepôt, on fait un calcul de similarité, c'est du vector space model, c'est un cosinus d'angle, c'est très, très simple. Et on a fait ça. Donc on a évalué ce travail, alors j'ai pas mis la publication, mais on a évalué ce travail en 2017, et on a montré qu'on retrouvait dans le top 30 systématiquement des patients. On l'a évalué avec 5 cohortes maladies rares, on prenait un patient de la maladie rare, on mélangeait les autres dans l'entrepôt, et systématiquement dans le top 30 on retrouvait des patients avec le même diagnostic. Sachant que le diagnostic n'avait pas été utilisé pour faire la similarité, c'était que les phénotypes. Donc 2017, c'était approche très simple à partir des phénotypes, et tous les ans, on l'a augmenté dans le cadre de projets de recherche, en rajoutant de la similarité entre les phénotypes. Par exemple, le patient qui a un diabète et l'autre qui a un diabète de type 1, c'est pas zéro de similarité, il y a une petite similarité liée à la hiérarchie des phénotypes, il y en a un qui est inclus dans l'autre. Un peu plus tard, on a travaillé sur les embeddings. Donc c'est d'autres méthodes de traitement automatique du langage qui permettent de calculer des similarités entre des mots, basés sur des gros corpus d'apprentissage. Donc on voit que par exemple roi et reine sont souvent utilisés dans un même contexte, donc on dit qu'ils ont une similarité. On utilise ces mêmes approches. Et là j'ai des nouveaux projets où on n'utilise même plus les phénotypes extraits, on travaille directement sur les comptes rendus, qu'on représente sous forme de vecteurs, de nombres, avec des méthodes de deep learning, et qui permettent déjà d'identifier des patients similaires. Alors, aujourd'hui, c'est toujours la version simple qui est en production dans l'hôpital, parce que c'est celle qui est la moins gourmande en temps de calcul, mais qui nous permet déjà aux médecins d'avoir un bouton sur le dossier du patient et de dire trouve-moi les patients qui ressemblent le plus à ce patient-là. Et donc c'est accessible par le médecin, et ça a été utilisé notamment par le service de neurologie pédiatrique à Necker, qui a pu retrouver un patient muté sur le gène KCNA2, donc c'est l'équipe de Riman Abou, neurologue, pédiatre, qui avait 2 patients
Donc on voit ici 2 patients déjà identifiés, patient 1, patient 2. Et ils ont retrouvé le patient A par cette analyse de similarité. Et on voit qu'effectivement la liste des phénotypes est très similaire entre les 1, 2 et le A, qui a pu être retrouvé grâce à cette approche. Alors on était contents de nous, sauf qu'à Necker, je vous avoue qu'il y a très peu de patients en errance diagnostique. Parce qu'il y a 35 centres de référence maladies rares, il y a beaucoup d'expertise, donc pour que le patient soit en errance, soit c'est vraiment des patients qui sont venus il y a 5 ou 10 ans et le gène n'était pas connu, ils ne sont jamais revenus depuis, il y en a, donc on peut repêcher ces patients-là, mais ça reste assez peu fréquent. Donc notre approche, ça a été de se dire pourquoi on n'exporterait pas cette méthode dans d'autres hôpitaux qui n'ont pas cette expertise. Sauf qu'on ne peut pas exporter les données d'un patient comme ça et dire on prend ce patient puis on l'exporte à Marseille ou à Caen. Et donc l'idée c'est de créer des patients archétypes. De dire voilà, sur telle maladie rare, je vais créer un patient archétype. Ce patient archétype va avoir tel phénotype, 10, 15, 20 phénotypes. Et ça, on peut l'exporter. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir exécuter, grâce entre autres à Codoc, qui a commencé à installer des Dr Warehouse-like qui s'appelle Suite Codoc maintenant, dans d'autres hôpitaux, et voir si on peut repêcher ces patients dans d'autres hôpitaux. Tous ces projets, l'entrepôt de données, depuis 2012, ça a permis de générer pas mal de projets de recherche, des projets RHU, des projets ANR. Donc d'avoir un entrepôt à votre disposition, ça peut être extrêmement moteur de projets financés par l'ANR. Et ça, c'est non négligeable, je pense, dans la valeur d'un entrepôt de données sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vos travaux. Nous, aujourd'hui, on a 4 RHU qui s'appuient sur l'entrepôt de données de Necker. Un RHU 3 qui s'est terminé, un RHU 4 et 2 RHU 6. On a 3 projets ANR aussi qui s'appuient dessus. On a un projet européen. Enfin bref, on voit que ça permet de générer de nouveaux projets. Et aujourd'hui, on est une quinzaine dans la plateforme pour développer tout ça. Et je remercie l'hôpital Necker et puis toutes les équipes et les patients avec qui on travaille aussi. Donc on a des patients partenaires aujourd'hui, des représentants des patients partenaires à l'Institut Imagine qui sont même recrutés par Imagine pour travailler avec nous, pour consolider tout ça.